Cette histoire s'ouvre à l'intérieur d'un tombeau sombre et glacial, imprégné de l'odeur de la mort. Du sang se répand sur le sol de pierre. Les corps de 3 hommes gisent, immobiles. Et le personnage principal, Guriki Ryuga, apparaît dans un état lamentable, haletant, agrippant encore une épée tachée de sang. Ses yeux ne ressemblent plus à ceux de quelqu'un accomplissant une mission. Ils ressemblent à ceux d'un homme poussé jusqu'au bord extrême de la rage et du désespoir. Devant Ryuga se dresse un monstre gigantesque en forme de serpent ou de dragon. Son corps entier est violet foncé et noir. Sa présence est si vicieuse qu'on a l'impression que la mort elle-même a rampé hors d'une tombe ancienne. Même s'il est le seul survivant, Ryuga tente encore de riposter, mais il ne peut échapper au coup dévastateur du monstre. Il est projeté contre le mur de pierre. Crachant du sang, son corps poussé presque au-delà de ses limites. Malgré tout, le personnage principal refuse toujours de tomber. Il rassemble ses dernières forces, laisse une faible aura bleue entourer son corps, puis concentre son énergie dans son épée. Dans cet instant de vie ou de mort, Ryuga charge en avant, et tranche directement dans l'œil gauche du monstre, faisant jaillir le sang violemment. C'est une contre-attaque ardente dans une situation où la survie semble déjà impossible. Mais malheureusement, cet adversaire n'est pas le genre d'ennemi qui tombe après un seul coup bien placé. Le monstre contre-attaque immédiatement, mord Ryuga gravement, et l'envoie s'écraser au centre du tombeau. Le sang continue de couler. Son corps est si déchiqueté que le simple fait de le regarder suffit pour savoir que la fin est presque décidée. Dans cet instant, la chose la plus forte qui brûle en lui n'est plus la volonté de vivre, mais la haine. Ryuga serre les dents et hurle le nom d'Ugawarati, l'homme qui l'a poussé, lui et ses coéquipiers, dans cette mission mortelle. Il s'avère que ce n'était pas simplement un raid de tombeau raté, mais une trahison préparée depuis le début. Il pensait avoir accepté un travail, pour finalement recevoir une condamnation à mort souterraine. Juste au moment où la mort semble prête à tout engloutir, le monstre s'arrête soudainement, et une voix mystérieuse résonne depuis une relique en forme de statue démoniaque tenant du feu dans sa gueule. Elle semble surprise que Ryuga puisse l'entendre. Ryuga répond qu'il a toujours été capable d'entendre les voix des reliques. Même en train de mourir, il tente encore de lui ordonner de détruire le serpent et de le sauver. Mais la relique ne fait que le railler froidement, car avec son corps actuel, Ryuga n'a plus aucune chance de survivre. Son corps a déjà été coupé en deux à l'intérieur d'une mare de sang. La voix mystérieuse de la relique continue de résonner avec un amusement cruel. Elle lui demande s'il souffre, comme si voir un homme perdre la moitié inférieure de son corps n'était pas assez brutal. Mais au lieu de supplier ou de sombrer dans le désespoir, Ryuga ne brûle que d'une fureur encore plus grande. Dans son esprit, il ne reste qu'un seul nom, Ugawaratis, l'homme qui l'a forcé dans ce piège mortel. Ryuga jure que tant qu'il aura ne serait-ce qu'une seule chance, il se vengera de Ti, quoi qu'il en coûte. Même s'il doit utiliser les méthodes les plus cruelles possibles. Cette haine, et cette volonté obstinée de vivre, finissent par attirer l'intérêt de la relique. Elle décide que laisser Ryuga mourir ici serait un gaspillage de talent. Et juste après, l'image d'un immense corbeau lumineux apparaît. La relique choisit de lui donner une chance de voir si Ryuga a ce qu'il faut pour s'asseoir sur le véritable trône. L'instant d'après, Ryuga se réveille soudainement à l'intérieur d'un commissariat de police. Il n'y a ni tombeau, ni sang, ni monstre gigantesque devant lui. Il baisse les yeux sur son corps, choqué, et réalise que ses bras et ses jambes sont encore intacts. Tout se passe si soudainement que Ryuga se demande si ce qu'il vient de vivre n'était qu'un rêve ou une hallucination. Mais la scène bruyante devant lui le ramène rapidement à la réalité. Une femme crie à tue-tête et à côté d'elle se trouve un jeune homme qui vient de causer des problèmes avec lui. Ryuga se souvient progressivement de cette situation. C'est un événement d'il y a 15 ans, à l'époque où il était faible et sans argent. À cette époque, il avait été forcé de s'agenouiller et de supplier simplement pour réduire le montant absurde du dédommagement que l'autre partie exigeait. C'était le genre de passé misérable où la pauvreté et l'humiliation arrivaient ensemble. Mais le Ryuga actuel n'est plus l'homme qui devait baisser la tête à cette époque. Il réalise qu'il est retourné dans le passé. Et cette fois, il choisit une réaction complètement différente. Face à la mère et au fils agressif, Ryuga ne se retient plus et repousse leur provocation à voix haute. Quand le jeune homme se jette sur lui pour le frapper, Ryuga le maîtrise immédiatement et le projette au sol avec facilité. Cet instant précis lui fait réaliser quelque chose d'important. Même si son corps est retourné dans le passé, ses compétences de combat et son expérience de survie sont toujours intactes. Autrement dit, Ryuga n'a pas seulement été ressuscité, il a également ramené les souvenirs d'un pilleur de tombes expérimenté jusqu'à la ligne de départ. Après la bagarre, Ryuga est enfermé dans une cellule de garde à vue. Dehors, la femme continue de crier, menaçant qu'elle ne réglera pas l'affaire à l'amiable, et qu'elle appellera quelqu'un qu'elle connaît pour gérer la situation. Mais Ryuga ne s'en soucie plus vraiment. Il s'assoit silencieusement dans la cellule et commence à réfléchir à l'avenir que lui seul connaît. Une fois que les reliques apparaîtront, le monde sombrera rapidement dans le chaos. La loi actuelle perdra bientôt une grande partie de sa signification,
car le véritable pouvoir appartiendra à ceux qui contrôleront la force des tombeaux. À partir de là, l'histoire explique l'origine de ce chaos. D'immenses tremblements de terre se sont autrefois produits partout dans le monde, menant à l'apparition d'innombrables tombeaux anciens. À l'intérieur se trouvaient des reliques liées à la mythologie et aux légendes. Quiconque exhumait une relique obtenait une capacité spéciale, poussant toute l'humanité à se lancer dans une chasse au trésor frénétique. Ryuga lui-même avait autrefois trouvé la relique de l'archéologue, un cube bleu lumineux qui lui avait accordé la capacité de comprendre les connaissances sur les tombeaux et les reliques. Il pensait que sa vie avait enfin tourné une nouvelle page. Mais au moment même où cette opportunité s'est ouverte, le groupe TKBM est apparu, revendiquant des droits d'excavation exclusifs sur les tombeaux, et utilisant la force pour le chasser, menaçant même de lui tirer dessus s'il refusait de quitter la zone. À partir de ce moment, Ryuga a compris clairement que dans le monde à venir, les reliques ne représenteraient pas seulement le pouvoir, elles apporteraient aussi l'argent, les corporations, les armes et les conspirations sordides. Mais cette fois, il possède les souvenirs du futur et l'expérience de la survie. Donc, le jeu ne se déroulera définitivement pas de la même manière. À l'intérieur de la cellule, Ryuga commence à se remémorer toutes les humiliations qu'il a subies sous les ordres d'Ugawarata. Après que le groupe TKBM a monopolisé le droit d'excaver les reliques, des gens comme Ryuga n'avaient pratiquement qu'aucun moyen de survivre s'ils voulaient entrer dans le monde du pillage de tombes par eux-mêmes. Finalement, il avait dû effectuer chaque sale besogne pour Ugawara. Contrebande, vol, espionnage, intrusion dans des tombeaux interdits pour voler des reliques. Grâce à ces missions, Ugawara gagnait de plus en plus de pouvoir, tandis que Ryuga s'était transformé en un chien fidèle, endurant les humiliations et les ordres simplement parce qu'il croyait pouvoir au moins gagner de l'argent et survivre dans ce monde chaotique. Mais le résultat final fut amer. Les gens qu'il servait ne l'ont jamais considéré comme un camarade. Ils ne voyaient en lui qu'un outil à utiliser puis à jeter. Et ils l'ont même poussé dans un piège mortel à l'intérieur du tombeau. De retour dans le présent, Ryuga comprend que s'il veut changer l'avenir, la première chose dont il a besoin, c'est de l'argent. Une grande quantité d'argent, afin de pouvoir préparer l'excavation et prendre de l'avance sur toutes les autres factions. À cet instant précis, des mots flottants apparaissent soudainement devant ses yeux. Ryuga reconnaît immédiatement qu'il s'agit de la fenêtre de statut, quelque chose qui n'apparaît qu'à ceux qui possèdent une relique. Le système l'informe qu'il a activé sa première compétence de base, la psychométrie instinctive, qui lui permet de fouiller la zone dans un rayon d'1 mètre. Cette compétence rappelle à Ryuga la relique de l'archéologue, le cube bleu qui lui avait autrefois donné la capacité de comprendre les connaissances sur les tombeaux et les reliques. Cela signifie également que les capacités liées aux reliques peuvent encore être activées dans cette chronologie. Mais plus il y réfléchit, plus il devient méfiant envers la relique du corbeau, la chose qu'il a renvoyée dans le passé. Elle ne l'a certainement pas sauvé par bonté. Il doit y avoir un autre objectif derrière tout cela. Et Ryuga comprend qu'on lui a donné une chance, mais qu'il a peut-être aussi été entraîné dans un jeu bien plus vaste. Peu de temps après, Uncle Ken, un policier qui le connaît, fait sortir Ryuga de la cellule sous caution. Dès qu'il sort, Ryuga demande immédiatement à Uncle Ken s'il a entendu parler de cas étranges, comme des monstres ou des personnes dotées de pouvoirs surnaturels. Cette réponse aide Ryuga à confirmer son hypothèse. Les tombeaux ont peut-être déjà commencé à apparaître, mais personne n'a encore véritablement obtenu et utilisé de reliques ouvertement. Autrement dit, c'est le stade le plus précoce, le moment en or pour agir avant que le monde entier ne bascule dans une course au pouvoir. La prochaine chose que Ryuga doit faire est de gagner suffisamment d'argent pour prendre l'avion vers l'Europe ou l'Amérique, les endroits où de nombreuses reliques importantes sont concentrées. Et comme par hasard, son distributeur de billets ambulants apparaît juste devant le commissariat, Arahika, et sa bande de voyous. Ryuga se souvient qu'au lycée, parce qu'il avait besoin d'argent, il travaillait à temps partiel pour ce groupe. Il était payé presque rien, et servait souvent de punching ball. Mais le Ryuga actuel, n'est plus le gamin sans défense du passé. Il annonce calmement qu'il démissionne, puis exige qu'il lui paie chaque centime de salaire qu'ils lui doivent encore. Ara refuse évidemment d'accepter que quelqu'un qu'il méprisait autrefois lui tienne tête. Il ordonne à ses hommes d'attaquer Ryuga, mais les voyous réalisent rapidement qu'ils ont cherché des ennuis à la mauvaise version du personnage principal. Ce Ryuga a déjà accumulé 15 ans d'expérience. En seulement quelques mouvements, il les bat tous facilement, acculant Ara dans un coin. Paniqué, Ara sort une épée. Mais ce qui choque Ryuga, c'est que la lame s'enflamme soudainement. Ce n'est pas une arme ordinaire, c'est une relique, et ce détail brise immédiatement l'hypothèse initiale de Ryuga, car quelqu'un a obtenu une relique plus tôt que prévu. L'épisode se termine alors qu'Arahika charge droit vers Ryuga avec l'épée enflammée. Et pour Ryuga, c'est peut-être moins une crise qu'une relique se livrant directement à sa porte. Ryuga presse la lame contre la gorge de son adversaire, et déclare calmement que l'objet lui appartient désormais. Quant à l'épée, elle est faite pour être utilisée d'une toute autre manière.
Il s'avère que cette arme peut voir directement à travers la structure osseuse d'une personne, exposant chaque point faible comme une carte lumineuse. Les deux sous-fifres paniquent à l'instant où ils voient leur patron désarmé et chargent ensemble. Mais aux yeux de Ryuga, leurs mouvements sont si prévisibles que c'est presque comme du ralenti. Ils se faufilent à travers leur formation, tranchant proprement dans les points critiques les uns après les autres. Le temps qu'ils réalisent ce qui s'est passé, c'est déjà trop tard. Ils saignent avant même d'avoir pu comprendre d'où venaient les attaques. Ryuga se retourne nonchalamment et demande si quelqu'un d'autre veut essayer, mais un seul regard sur leur visage terrifié suffit à lui dire que personne ne se porte volontaire pour un deuxième round. Peu de temps après, Arai appelle le patron pour rapporter ce qui s'est passé. Elle n'arrive pas à croire que quelqu'un comme Ryuga, qui n'avait autrefois rien de spécial, vient de mettre en déroute un groupe entier. Arai tente d'expliquer que sa vitesse, ses yeux, même sa façon de combattre ont complètement changé. Mais la directrice ne perd véritablement son sang-froid que lorsqu'elle apprend que Ryuga a pris une statue de Bouddha. Sa tension artérielle monte instantanément en flèche tandis qu'elle ordonne à ses hommes de la récupérer à tout prix. Cette réaction excessive dit tout, la véritable valeur n'a jamais été à l'extérieur. Le lendemain matin, Ryuga fait le tour des boutiques d'antiquités pour essayer de vendre la statue, mais chaque endroit le repousse. Certains lui disent même de la jeter, affirmant qu'elle ne vaut pas 5000 yens. Pour n'importe qui d'autre, ce n'est qu'un morceau de Camelot inutile. Mais Ryuga se souvient de la panique dans l'Aris Group. Alors il active sa compétence de détection de Baran, et le système signale immédiatement quelque chose de suspect caché à l'intérieur. Sans hésiter, il utilise l'épée pour ouvrir la base. Un petit conteneur en tombe. Il s'avère que la galerie fait passer des marchandises illégales en les dissimulant à l'intérieur d'œuvres d'art. De l'extérieur, tout semble paisible et sacré. À l'intérieur, c'est suffisant pour envoyer toute une organisation directement en prison. Ryuga appelle immédiatement Uncle Ken. À partir de cette seule preuve, la police remonte rapidement jusqu'à la galerie et son entrepôt. La directrice tente encore de jouer les innocentes, exigeant des preuves et affirmant avec assurance que la police ne pourrait jamais ouvrir les salles de stockage parce que chacune utilise un code différent. Mais cette confiance vole en éclats au moment où la radio rapporte que des centaines d'œuvres d'art ont déjà été découvertes. Chaque objet caché est désormais étalé devant la police. Et celui qui a percé le système entier, c'est Ryuga. Il l'appelle même juste pour lui rappeler nonchalamment que si on fait quelque chose d'illégal, il faudrait au moins changer ses mots de passe de temps en temps. Après lui avoir souhaité un bon séjour en prison, Ryuga reçoit une récompense de 10 millions de yens de la part d'Uncle Ken. Et comme ça, son plus gros problème est résolu. Car s'il veut chasser dans les tombeaux et rivaliser pour les reliques, il ne peut pas y aller les mains vides. Il prévoit de rentrer chez lui, de se reposer, et de repartir du bon pied le lendemain. Mais à cet instant précis, une structure massive surgit soudainement du sol en plein milieu de son quartier. Avant même qu'il n'ait besoin d'aller chercher un tombeau, le tombeau vient directement à lui. La zone est rapidement bouclée, mais les autorités japonaises n'ont clairement aucune idée de ce à quoi elles ont affaire. Pendant ce temps, deux forces étrangères sont déjà arrivées. Linda Walker de la CIA, que Ryuga reconnaît instantanément, et Louis Kenshi de l'équipe d'excavation de la Pento République. Ils se tiennent devant le tombeau, aucun des deux n'étant disposé à coopérer. En observant depuis l'extérieur, Ryuga réalise rapidement qu'ils ont peut-être des renseignements rapides, mais qu'ils ne sont pas de véritables chasseurs de tombes. À ce moment-là, des lettres rouges lumineuses commencent à apparaître autour de ses pieds. L'écriture des tombeaux anciens, le langage des reliques et le système qui enregistre tout sur le tombeau lui-même. Le texte révèle l'entrée, la disposition, et même les pièges à l'intérieur. En même temps, sa compétence linguistique s'active. L'une des capacités fondamentales d'un chasseur de tombes est maintenant déverrouillée. Il suit les marquages jusqu'à ce qui ressemble à un mur solide, place sa main au bon endroit, puis tranche à travers. La lumière se répand instantanément, et un immense pilier de feu jaillit vers le ciel. Des couches de symboles rouges lumineux spiralent vers l'extérieur. Tandis que Linda et Louis sont encore stupéfaits par l'entrée spectaculaire, Ryuga est déjà à l'intérieur. Il se précipite à sa suite. À l'intérieur, c'est le noir complet. Ryuga allume une petite flamme et lit le texte ancien le long des murs. Il le conduit dans une immense caverne avec une cascade et un lac cristallin. L'endroit semble presque paisible, comme un paradis caché. Mais quelqu'un qui est déjà mort dans un tombeau sait bien que plus l'endroit paraît calme, plus il est dangereux. Sans hésiter, il sort l'épée et la lance droit dans le lac. L'eau éclate instantanément. Un serpent massif surgit des profondeurs, son corps s'étirant sur presque tout le lac. Et la première chose qu'il dit est « Qui a fait tomber quelque chose ici ?» Après un bref échange, le serpent présente deux armes, l'une en or et l'autre en argent, et demande laquelle lui appartient. Ryuga reconnaît immédiatement le procédé, la relique classique du bûcheron et du dieu de l'eau. Une histoire si commune qu'on pourrait deviner la réponse les yeux fermés. Joue honnêtement, sois récompensé. Montre de l'avidité, sois puni. Quand on lui pose la question, Ryuga répond calmement qu'aucune des deux ne lui appartient.
Le serpent est satisfait et lui rend son arme originale. D'après l'histoire, c'est à ce moment qu'il devrait recevoir toutes les récompenses. Mais Ryuga ne les prend pas. Au lieu de cela, il demande à inspecter d'abord son épée originale. Le serpent accepte, complètement inconscient de ce qui va suivre. Au moment où Ryuga récupère son arme, il retourne sa veste instantanément et attaque. Le serpent est pris totalement au dépourvu, furieux de la trahison. Mais Ryuga s'en moque éperdument. Il n'existe pas de récompense gratuite. Et ce genre de test a déjà dupé beaucoup de monde. Dans la chronologie précédente, le propriétaire de cette relique avait été manipulé et transformé en tueur de masse. Donc Ryuga n'est jamais venu pour gagner des récompenses. Il est venu pour prendre la relique elle-même. Il enfonce la lame dans la tête du serpent, libérant une vague de puissance tandis que la créature se débat violemment, essayant de le déloger avec son corps massif et la force de l'eau. Mais Ryuga s'accroche et déclare qu'il le forcera à se soumettre. Le serpent se moque de lui, disant que quelqu'un qui vient juste de retourner dans le passé ne peut pas le dominer. Mais Ryuga n'a pas besoin de force brute. Il comprend le système. Il y a 3 facteurs clés quand on a affaire aux reliques. L'harmonie, construire la confiance jusqu'à ce que la relique coopère volontairement. La domination, la forcer à obéir par la seule volonté et la pression. Et la compatibilité, à quel point votre nature est alignée avec la relique. Un musicien correspond à une relique musicale. Et quelqu'un comme Ryuga, qui négocie à coups de poing, est parfaitement adapté à la domination. Le serpent tente de le submerger mentalement, mais 15 ans d'expérience rendent Ryuga complètement immunisé. Peu importe combien de fois il se débat, peu importe combien de fois il le projette, Ryuga revient toujours, grimpant à nouveau sur sa tête encore et encore. Il déclare que dans cette vie, il ne comptera jamais sur l'harmonie. Il n'a aucun intérêt à se lier d'amitié avec quelque chose qui peut transformer son propriétaire en tueur. Alors il lui laisse le choix, se soumettre ou être détruit. Pour la première fois, le serpent panique. Son corps massif commence à se fragmenter en lumière jusqu'à disparaître complètement, laissant derrière lui 2 haches, l'une en or et l'autre en argent. Le système confirme immédiatement que le tombeau a été conquis. La compétence d'excavation est déverrouillée. 3 des 4 capacités fondamentales sont maintenant actives. Et en plus de cela, il obtient un titre, intimidateur de reliques, augmentant le pouvoir de domination au prix de l'harmonie. Ryuga réalise instantanément que le système se moque de lui. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, il sent Linda et Louis approcher. Il se cache rapidement près du lac et observe. Louis lance un objet dans l'eau, essayant d'invoquer la relique, mais rien ne se passe. Ils sont arrivés trop tard. Le propriétaire est déjà parti. La frustration monte tandis que le tombeau commence à s'effondrer, les forçant à se retirer les mains vides. Pendant ce temps, de retour à l'extérieur, l'organisation de la galerie est complètement démantelée. La directrice est arrêtée, toute leur opération est mise à terre. Kuria parle fort de vengeance, pour changer instantanément de ton, au moment où Ryuga l'appelle. De patron à subordonné obéissant en quelques secondes. Ryuga ne prend même pas la peine de discuter. Il leur donne simplement leur prochaine mission, une vente aux enchères secrètes à Las Vegas. L'un des plus grands centres au monde pour les artefacts rares. Leur cible, un homme nommé Jike, aussi connu sous le nom d'Ugawara, celui qui a trahi Ryuga dans la chronologie précédente. Il ne chasse plus seulement des reliques. Il chasse ses ennemis. Quand il demande pour le financement, Ryuga promet de tout couvrir. S'ils refusent, ils peuvent aller rencontrer Iron Man au paradis. Quelque part ailleurs, Lewis rapporte son échec, pour apprendre qu'un Japonais a déjà vidé le tombeau avant lui. Et maintenant, on l'avertit de se méfier de cette personne. Pour la première fois, Ryuga n'est plus un inconnu. Il est désormais une cible. Après s'être approvisionné en fournitures, Ryuga se prépare pour sa prochaine chasse. Un journal télévisé à proximité rapporte une série de meurtres bizarres, les victimes agissaient comme si elles étaient contrôlées avant de mourir. Ryuga reconnaît immédiatement le schéma. Un autre tombeau est sur le point d'apparaître. À cet instant, il croise Luzi et remarque une petite relique rose sur lui, exposée négligemment. Luzi s'énerve et amorce une confrontation, mais Ryuga n'a aucune intention de se battre en public, alors il joue la carte de l'intelligence. Il secoue une canette de soda juste à côté de lui, l'asperge sur le costume coûteux de Louis Wyss, puis joue les excessivement désolés, faisant semblant de l'aider à nettoyer tout en dérobant discrètement la relique, et ramasse même la carte d'identité de Louis Wyss pour la lui rendre comme un étranger bienveillant. Louis, inquiet pour son identité, ne vérifie même pas. Et comme ça, Ryuga s'en va avec une relique de plus. Quelques instants plus tard, le sol commence à trembler. Des voitures s'entrechoquent. Les gens paniquent. Un nouveau tombeau est apparu. Luzi reçoit confirmation et on lui dit que celui qui a volé la relique est dans les parages. Il se souvient soudainement de l'incident de la canette de soda. Il se retourne, mais c'est déjà trop tard. Ryuga est parti, et cette fois il n'est pas simplement en avance. Il a déjà pris le prix, préparant le terrain pour une bataille encore plus dangereuse.
Dans le tombeau suivant, un pâté de maisons entier s'effondre dans une fosse énorme avec d'innombrables lames enfoncées sur le sol et les murs de pierre. De nombreux civils sont entraînés avec les ruines et tombent parmi les décombres. Ryuga parvient à garder l'équilibre, sentant immédiatement l'énergie malveillante qui se répand dans tout l'espace. Il reconnaît rapidement le lieu comme le tombeau de Muramasa, un donjon lié à la légendaire épée japonaise et à sa malédiction imbibée de sang. Muramasa était à l'origine le nom d'un célèbre forgeron, mais les lames portant son nom avaient la réputation d'avoir tué plusieurs membres de la même famille régnante. Par conséquent, ce tombeau est particulièrement hostile envers les humains. Plus les victimes restent piégées longtemps à l'intérieur, plus elles risquent de devenir la proie de la malédiction. L'intérieur est bien plus grand que ce à quoi Ryuga s'attendait. Il invoque la hache dorée pour fouiller la zone, mais même la lumière de la relique ne parvient pas à révéler l'emplacement de Muramasa. Sachant que Lewis est guidé par le livre de la prophétie, Ryuga suppose que son rival atteindra la destination en premier, et décide de suivre sa piste. Cependant, les cris de civils à proximité attirent son attention vers une lycéenne entourée d'une aura rouge. Ses yeux sont devenus complètement blancs, et elle agite une épée en pourchassant tout le monde autour d'elle. Ryuga détermine immédiatement qu'une relique a pris le contrôle de son corps. Pire encore, toute personne coupée par la lame peut devenir le prochain hôte, ce qui signifie que la situation va dégénérer à mesure que davantage de personnes seront infectées. À proximité, un lac profond sépare les deux côtés du tombeau. Un pont de lumière n'apparaît qu'après qu'une personne a été jetée dans l'eau en sacrifice. Cela prouve que les civils ne sont pas tombés ici par accident. Quelqu'un a délibérément utilisé leur vie pour ouvrir un passage plus profond dans le donjon. Un témoin identifie la personne responsable comme un agent from the Pento Republic. L'homme a chanté une étrange chanson en langue panto, provoquant la pluie, avant d'exploiter les mécanismes du tombeau et de jeter les civils dans la fosse. Il a ensuite traversé le pont et continué sa route. Ryuga réalise que Luzi ne peut pas être très loin devant. Il sort la relique rose volée, un objet lié à l'histoire d'une corde descendant des cieux pour sauver deux frères d'un tigre, et active son pouvoir. Au moment où la corde apparaît, le système annonce que Ryuga a déverrouillé la compétence de dextérité instinctive. Avec la psychométrie, la linguistique et l'excavation de tombeaux, il a maintenant acquis les 4 capacités de base requises pour un pilleur de tombes. La mission est officiellement accomplie et la récompense sera accordée une fois qu'il se sera échappé. Avant qu'il puisse célébrer, la lycéenne possédée attaque. D'innombrables épées enfouies autour de la zone se lèvent également et volent vers lui. Ryuga esquive ses coups incontrôlés, slalom entre les lames entrantes et réduit la distance. Plutôt que de la tuer, il déploie la corde et l'enroule autour de ses bras, de son torse et de ses jambes. L'aura rouge disparaît rapidement, et les marques maudites autour de ses yeux commencent à s'estomper. Elle s'effondre, mais reste en vie, ce qui signifie que la possession a au moins été supprimée. Malheureusement, la corde semble posséder une volonté propre et réclame à répétition de continuer à jouer avec elle. Ryuga doit la tirer de force avant qu'elle n'obéisse enfin. Sa relique la plus récente est apparemment puissante, enjouée, et complètement incapable de lire l'ambiance. Les civils confirment que Luzi a traversé le pont et est entré dans la grotte de l'autre côté, prouvant qu'il suit le bon chemin vers Muramasa. Ryuga promet d'aider tout le monde à s'échapper, mais en échange, ils devront témoigner contre l'homme qui les a utilisés comme sacrifice. Pendant ce temps, Luzi continue seul à travers une zone remplie d'épées, confiant que chaque témoin a été laissé derrière. Une fois qu'il aura obtenu Muramasa, sa mission sera terminée. Après cela, il prévoit de revenir et de tuer Ryuga pour se venger d'avoir été berné de sa relique. Quand Ryuga et les civils atteignent la chambre centrale, ils trouvent des centaines d'épées fichées dans le sol de pierre. Les vraies et les fausses lames sont mélangées si parfaitement qu'elles ne peuvent pas être distinguées à l'œil nu. Ryuga invoque la hache dorée. Une énergie bleue balaie la chambre et élimine chaque leurre, ne laissant qu'une seule épée japonaise brillant d'une lumière violette au centre. C'est la véritable Muramasa. Au moment où Ryuga la libère, la lame se met à parler. Pour revendiquer son pouvoir, le porteur doit la nourrir du sang de 10 personnes vivantes. Une fois assez de sang consommé, Muramasa retrouvera sa véritable forme. Refuser l'épreuve fera que tous ceux qui sont à l'intérieur du tombeau resteront piégés pour toujours. Le défi est conçu pour forcer l'excavateur à commettre un meurtre. Muramasa pousse Ryuga à plusieurs reprises à abattre l'un des civils se tenant à proximité, mais il ne fait que resserrer sa prise et refuse froidement. Ryuga n'a aucune intention de suivre les règles de la relique. Au lieu de sacrifier des innocents, il utilise la domination et force directement Muramasa à se soumettre. L'épée résiste immédiatement. Son aura violette se transforme en flux d'énergie rouge qui s'enroule autour du bras et du corps de Ryuga. Le champ entier d'épées commence à trembler et d'innombrables copies se tournent vers les civils. Muramasa hurle de fureur qu'un simple humain ose la contrôler. Ryuga continue d'agripper l'épée même tandis que l'énergie maudite commence à endommager son bras. Muramasa veut absorber du sang vivant, alors il retourne cette capacité contre elle et ordonne à la lame de récupérer chacune de ses propres copies.
Des flux de lumière sont aspirés vers l'épée tandis que les copies environnantes perdent progressivement leur pouvoir. Muramasa lutte désespérément, mais la volonté de Ryuga continue de la dominer. Finalement, la lueur violette disparaît. La lame devient bleue, et se tait entre les mains de son nouveau maître. Ryuga n'a pas complété l'épreuve ni persuadé Muramasa de coopérer. Il a simplement forcé une relique maudite à s'incliner devant lui. Après avoir soumis l'épée, il permet aux civils de grimper hors du tombeau en utilisant la corde. Un homme blessé resté en contrebas promet de présenter Ryuga à la puissante organisation qui le soutient, offrant un gros salaire, une assistance complète et l'accès au livre de la prophétie. Au moment où il mentionne TKBM, l'expression de Ryuga change. C'est l'organisation qu'il avait autrefois transformée en outil jetable et envoyé à la mort. Ryuga attend que chaque civil se soit échappé, puis pousse soudainement l'homme d'un coup de pied vers le fond. Il lui dit calmement d'appeler TKBM, s'il veut être secouru, puis grimpe seul. Le tombeau commence à s'effondrer, tandis que des rochers tombent dans la fosse. Le sort de l'homme reste inconnu, bien que ses chances de s'en sortir diminuent rapidement. L'incident devient rapidement une nouvelle internationale. Les reportages télévisés décrivent un tremblement de terre massif à Kawasaki où une structure non identifiée a émergé sous la ville. Plus de 50 personnes ont été piégées à l'intérieur d'une zone remplie d'objets tranchants couvrant les murs et le sol. Des témoins accusent directement des agents de la Pento République d'avoir causé le désastre. Le gouvernement japonais exige immédiatement des explications, tandis que la Corée du Sud et la Russie commencent à critiquer à la fois Pento et ses alliés américains. L'existence des tombeaux et des reliques, autrefois dissimulées au public, a maintenant été mise au grand jour. À l'intérieur d'une salle de réunion du Pento Government, les officiels sont furieux qu'une mission ratée se soit transformée en crise diplomatique. L'officier responsable de l'excavation est interrogé après avoir affirmé avec assurance qu'il pouvait éliminer la cible japonaise mentionnée dans la prophétie. Il s'excuse et explique que le livre de la prophétie peut encore tracer Ryuga. Normalement, la capacité de marquage nécessite que le propriétaire du livre entre en contact direct avec la cible. Cependant, quelqu'un précédemment marqué par le livre est maintenant entré en contact avec Ryuga. Cette connexion indirecte permet à Pento de créer une trace incomplète et de continuer à le rechercher. Dans la salle de bain de son hôtel, Ryuga examine un bras presque entièrement couvert d'échymoses sombres. C'est le contre-coup causé par l'utilisation de la domination pour forcer Muramasa à se soumettre au lieu de compléter son épreuve. Plus la relique est puissante, plus elle résiste violemment. S'il continue à utiliser cette capacité de cette manière, son corps finira par ne plus pouvoir supporter les dégâts. À ce moment, le système confirme qu'il s'est échappé du tombeau, qu'il a complété la mission et qu'il a gagné le droit de choisir l'une des deux voies de développement, la domination ou l'harmonie. L'harmonie encourage les reliques à coopérer volontairement, tandis que la domination utilise la force et la volonté pour forcer l'obéissance. Malgré la blessure grave couvrant son bras, Ryuga n'hésite pas. Il est retourné dans le passé pour se venger, pas pour devenir ami avec des objets surnaturels. Serrant son poing douloureux, il choisit officiellement la voie de la domination. Dorénavant, chaque relique qu'il cible ne recevra que deux options, se soumettre ou être détruite. Peu de temps après, Ryuga examine l'énergie maudite qui s'accroche encore à son bras quand une petite pilule blanche apparaît dans sa paume. L'objet ne fournit aucune instruction, mais il suppose qu'il est censé être avalé. Même en sachant que cela pourrait le tuer, Ryuga la jette immédiatement dans sa bouche. Un homme qui est déjà mort une fois à l'intérieur d'un tombeau n'est pas particulièrement effrayé par une récompense mystérieuse sans mode d'emploi. La pilule est assez amère pour lui tordre le visage, mais les dommages noirs-violets sur son bras s'estompent rapidement. Chaque blessure causée par l'énergie maudite est complètement guérie. Le système annonce que Ryuga a résisté avec succès à l'influence d'une relique et a acquis la capacité de résistance. Le gaz empoisonné et les effets similaires auront désormais beaucoup plus de difficultés à l'abattre. C'est une compétence extrêmement précieuse, mais elle le rend aussi plus méfiant envers la relique du corbeau, l'entité qu'il a renvoyée dans le passé et qui continue de fournir exactement l'avantage dont il a besoin exactement au bon moment. Une résurrection aussi commode doit servir un autre objectif. Immédiatement après, le système avertit qu'une relique de rang S l'a marqué et lit son avenir à distance. Ryuga l'identifie comme le livre de la prophétie de Zhuge-Liang, supposément laissé par le légendaire stratège ancien. Contrairement aux reliques qui créent des tombeaux, le livre choisit personnellement son propriétaire. Son porteur actuel est la lycéenne Sasaki Yuka. Dans la chronologie originale, le Pento Government avait découvert Sasaki à un très jeune âge. Il l'avait placée sous protection et avait investi d'énormes ressources pour utiliser sa capacité prophétique au service de ses équipes d'excavation. Cependant, Sasaki avait du mal à comprendre les symboles anciens apparaissant à l'intérieur du livre, laissant la plupart de son contenu hors de sa capacité d'interprétation. Plus tard, une autre personne est apparue qui pouvait utiliser une relique prophétique bien plus efficacement. L'histoire de Sasaki s'est finalement terminée avec son corps gisant immobile dans une mare de sang.
Ce souvenir prouve que la protection de Pento n'a jamais nécessairement été destinée à la garder en sécurité. Elle n'a peut-être été rien de plus qu'un outil en attente d'être remplacé une fois que sa valeur aurait diminué. Dans le présent, Sasaki vit toujours sous la surveillance de Pento. Alors qu'elle regarde la télévision, un superviseur à lunettes lui rappelle qu'il est temps de lire le livre de la prophétie. Les caractères lumineux à l'intérieur lui donnent immédiatement le vertige. Son accompagnateur lui ordonne de copier chaque symbole exactement, même si elle ne peut pas le comprendre. Alors que Sasaki suit l'instruction, son visage pâlit. Le livre répète le même message encore et encore. Sasaki Yuko mourra. Tandis que Pento entre en état d'urgence, Ryuga a déjà pris l'avion pour Hakata et mange tranquillement des sushis dans une chambre louée. Un carnet devant lui est rempli de la phrase « Sasaki Yuka mourra ». Ce n'est pas une prophétie naturelle. C'est un appât délibérément créé par Ryuga. Il sait que le livre des prophéties ne peut pas ignorer une menace directe contre son propriétaire choisi. En produisant continuellement une intention claire de tuer Sasaki, il force le livre à le marquer. Les forces de Pento se dirigeront alors d'elles-mêmes directement vers l'endroit où il les attend. Le plan fonctionne rapidement. Des agents armés encerclent la chambre tandis que Sasaki est déguisée en serveuse et chargée d'apporter un plateau de sushi à l'homme que le livre prétend vouloir la tuer. Pento lui dit qu'elle n'a qu'à regarder directement dans les yeux de Ryuga et partir. Le contact visuel complétera le marquage. Il l'assure également que Ryuga ne connaît pas son apparence et qu'une équipe entière attend dehors. De telles promesses sonnent réconfortantes pour les gens qui regardent en sécurité à travers les moniteurs. Sasaki est toujours celle qui doit entrer dans la chambre seule. Au moment où la jeune fille apparaît, Ryuga sent que la propriétaire du livre de la prophétie se tient devant lui. Sa main se dirige instinctivement vers son épée. L'équipe de surveillance suppose immédiatement que Sasaki est sur le point d'être attaquée et se prépare à prendre d'assaut la chambre. Au lieu de cela, elle demande de manière inattendue si elle peut devenir l'une des fans de Ryuga. Voulant communiquer sans permettre aux gens dehors d'entendre, Sasaki sort son téléphone et tape un message rempli d'argot, de symboles de cœur, de compliments sur son apparence, d'une invitation à boire du bubble tea et de questions pour savoir s'il aime quelqu'un. Même Ryuga, armé de 15 ans d'expérience du futur, se fige devant le langage d'une lycéenne moderne. Il comprend les tombeaux, les malédictions et les artefacts anciens, mais n'a aucune idée si elle flirte sincèrement ou essaie de communiquer quelque chose d'important. Néanmoins, il reconnaît rapidement l'opportunité de parler au-delà de la surveillance de Pento. Ryuga tape une réponse et rend le téléphone. Le message reste caché au public, mais Sasaki rougit et sourit après l'avoir lu. Les agents dehors n'ont toujours aucune idée de l'accord que les deux viennent de conclure. Les caméras de surveillance perdent soudainement leur signal. Au moment où les forces Pento entrent dans la chambre, chaque agent qui a tenté de bloquer la fuite a déjà été neutralisé et gît inconscient. Aucun mort n'est confirmé, mais aucun d'entre eux ne peut continuer la poursuite. Ryuga place son sac à dos sur une épaule, pose une main sur l'épaule de Sasaki et l'emmène. Ils continuent leur petit spectacle en suggérant qu'ils aillent dans un endroit plus romantique pour la suite de leur rendez-vous. Derrière eux, les agents restants dégainent immédiatement leurs armes et commencent à les poursuivre. Ryuga a temporairement retiré la propriétaire du livre de la prophétie du contrôle direct de Pento, mais la relique ne lui appartient toujours pas. L'accord entre lui et Sasaki reste secret, et la véritable poursuite ne fait que commencer. Après avoir escorté Sasaki hors de la pièce remplie d'agents de Pento, Ryuga passe un bras autour de ses épaules et marche dans la rue comme si les deux se trouvaient réellement en rendez-vous. Un véhicule les suit à distance. Ce qui l'irrite le plus, c'est que l'armée soit prête à envoyer une lycéenne portant le livre de prophétie directement vers une cible dangereuse. Sasaki est surprise qu'il sache déjà qu'elle est constamment surveillée, mais Ryuga répond que cette surveillance était d'une évidence flagrante. Il lui tapote la tête et promet qu'ensemble, ils feront regretter leur décision à ceux qui la contrôlent. Sa confiance aide Sasaki à se détendre. Elle commence à se demander si l'homme à ses côtés est vraiment aussi effrayant que tout le monde le prétendait, et si la prophétie annonçant qu'il la tuerait était erronée. Au moment où ils entrent dans une ruelle déserte près d'un restaurant, le comportement de Ryuga change complètement. Il dégaine Muramasa et place la lame directement sur le chemin de Sasaki, la figeant sur place et détruisant instantanément l'image charmante qu'il avait créée quelques instants plus tôt. Il lui ordonne de garder le silence, saisit son téléphone rose et le jette au sol. D'un pas, il écrase l'appareil que Pento utilisait pour communiquer avec elle et la suivre. Ce n'est qu'après s'être assuré que personne ne peut les écouter que Ryuga révèle qu'il sait qu'elle est la détentrice du livre de prophétie. Sasaki réalise que ce prétendu rendez-vous n'était qu'un moyen d'échapper à la surveillance directe. Son véritable objectif est le livre qui a déjà consigné son avenir. À l'intérieur d'un café, Ryuga pose un carnet vierge sur la table et ordonne à Sasaki d'invoquer le livre de prophétie et de recopier tout ce qu'elle y voit. Elle prétend aussitôt l'avoir laissé chez elle. Ryuga ne discute pas. Il désigne la marque sur son bras et lui demande de la toucher en prononçant le nom de la relique. Une lumière dorée l'enveloppe, et le livre apparaît immédiatement. Ryuga continue calmement de manger tout en forçant Sasaki à recopier chaque caractère sans omettre une seule prophétie.
Après avoir écrit pendant ce qui lui semble une éternité, la main de Sasaki lui fait tellement mal qu'elle peut à peine tenir le stylo. Elle demande si le fait de lui remettre directement le livre de prophétie suffirait à le convaincre de la libérer. Ryuga refuse immédiatement. Il prend des risques dangereux, mais il n'est pas stupide. Si voler le livre était facile, il n'aurait jamais eu besoin qu'elle en recopie le contenu. Le livre de prophétie est une relique de héros légendaire de rang S, bien plus puissante que Muramasa. Le simple fait de forcer le contrôle d'une épée maudite a déjà permis à l'énergie démoniaque de consumer une partie de son bras. Tenter de s'emparer du livre pourrait lui coûter son corps tout entier. Il préfère donc laisser sa propriétaire légitime l'invoquer et transférer les informations dans un simple carnet. Lorsque Ryuga sent les soldats de Pinto approcher, il ordonne à Sasaki d'arrêter d'écrire. Elle panique en le voyant lever Muramasa, mais il lui dit rapidement de ne pas se méprendre, la lame ne la vise pas. Ryuga frappe directement le livre de prophétie ouvert sur la table. La relique résiste immédiatement. Une électricité bleue jaillit, ses pages s'agitent violemment, et une voix furieuse demande comment il ose l'attaquer. Ryuga refuse de lâcher l'épée et enfonce Muramasa de plus en plus profondément au centre du livre jusqu'à ce que son énergie commence à s'effondrer. La lumière bleue finit par exploser, laissant le livre de prophétie complètement calciné. Sasaki s'effondre contre sa chaise, épuisé, mais Ryuga ne s'en prend jamais à elle. Il lui explique que la destruction du livre lui profite également, tant que cette relique prophétique existe. Pinto continuera de traiter Sasaki comme un simple outil de prédiction et de l'envoyer dans des situations dangereuses. Ce n'était pas une décision impulsive. Ryuga avait déjà recueilli les informations dont il avait besoin, et évité le danger de s'approprier de force une relique de rang S, et détruit l'objet qui permettait à l'organisation de l'exploiter. Le système lui accorde immédiatement un titre lié à la destruction de reliques par la force. Sa dominance augmente, son harmonie chute à nouveau, sa capacité à détecter les reliques s'améliore, et sa psychométrie passe du rang F au rang E. La porte du café s'ouvre brutalement, 3 soldats armés de Pinto font irruption. Dès que leur commandant aperçoit le livre de prophétie calciné, il panique et déclare que Ryuga sera exécuté sur le champ. Au lieu de dégainer son épée, Ryuga lui tend une pâtisserie rose de Rancé. Ce n'est pas une friandise ordinaire, elle a été améliorée par le système pour stimuler directement le cerveau. Son arôme semble posséder un poids physique, submergeant les sens des 3 soldats. Le commandant prend la pâtisserie d'une main tremblante, non par peur, mais parce qu'une faim incontrôlable engloutit sa capacité à réfléchir. Il oublie l'arme dans sa main, sa mission, et presque tout le reste. Seule la pâtisserie compte encore. Quand les 2 autres voient leur supérieur la manger, ils l'attaquent aussitôt pour en avoir une part. Leurs armes tombent au sol tandis que ces prétendus professionnels se battent comme des alliés de toujours ayant soudain oublié toute notion de loyauté. Ryuga quitte calmement les lieux sans avoir eu à combattre aucun d'eux. Peu après, Ryuga embarque seul sur un vol pour Las Vegas. Devant lui se trouve le carnet contenant les prophéties recopiées par Sasaki. Un passage mentionne la grande tombification, la future catastrophe où d'immenses tombeaux engloutiront le monde et libéreront d'innombrables reliques. Une autre prophétie indique qu'une opportunité apparaîtra en janvier dans le jardin des désirs souterrains, où un grand cataclysme débutera et où un dieu comprenant les désirs humains émergera. Grâce à ses souvenirs de 15 années dans le futur, Ryuga identifie le lieu comme étant l'enchère secrète souterraine Midas à Las Vegas. Ugawara Tessei y participera presque certainement. Dès son arrivée en ville, Ryuga retrouve le groupe de Kureha et reçoit une liste d'invités. 3 participants portent des noms aux initiales JK. Mais un profil se distingue immédiatement, un grand homme japonais dans la cinquantaine dont la véritable identité a été délibérément dissimulée. Ryuga identifie Jacques Caïman comme un alias appartenant à Ugawara Tessei. L'homme qu'il avait autrefois utilisé comme un simple outil jetable et envoyé toute son équipe vers une tombe mortelle a enfin refait surface. Le problème est que le catalogue public de Midas ne contient aucune relique de rang divin correspondant à la prophétie. Par ailleurs, chaque objet remarquable a un prix de départ d'environ 1 milliard, et Ryuga ne possède pas encore assez d'argent pour participer à la compétition. Entouré des casinos brillamment illuminés de Las Vegas, Ryuga choisit la méthode la plus rapide pour gagner de l'argent. Il emporte la hache d'or dans une salle de machine à sous et utilise secrètement sa capacité à détecter et à tirer les trésors. La hache repère machine après machine sur le point de libérer leur gain. Les jackpots s'enchaînent. La foule autour de lui grossit à chaque victoire, tandis que le groupe de Kureha observe la scène depuis l'arrière, incrédule. Cette série de victoires impossibles finit par attirer la sécurité du casino, qui exige une inspection. Ryuga accepte calmement, la capacité de la relique ne modifie en rien les machines, si bien que le casino ne peut trouver aucune preuve de triche. Au même moment, la nouvelle de la destruction du livre de prophétie parvient à une figure inconnue ailleurs. Un subordonné recommande d'éliminer le coupable, mais la personne dissimulée dans l'ombre préférerait recruter quelqu'un capable de détruire une relique de rang S. Alors que Ryuga quitte la salle des machines à sous, un homme à lunettes ordonne à tout le monde de dégager le passage pour un invité important. Ryuga reconnaît immédiatement Ito Takuya. Ito se retourne et s'adresse respectueusement à l'homme âgé derrière lui en l'appelant président, ce qui pousse le regard de Ryuga à se fixer sur Ugawara Tessei.
Les souvenirs de la tombe couverte de sang et de la trahison finale reviennent d'un coup. Malgré cela, Ryuga ne dégaine pas son épée. Ugawara ne l'a pas encore rencontré dans cette chronologie et ignore totalement qui il est. Ryuga se promet silencieusement que chaque relique précieuse de l'enchère sera prise directement sous les yeux de l'homme qui l'a trahi. Ryuga vérifie les 2 reliques dans son sac. La hache d'or est spécialisée dans la localisation de trésors, tandis que la hache d'argent détecte les personnes ou dangers menaçant les biens de son propriétaire. La hache d'argent se met soudain à briller et pointe vers le hall principal. Au même moment, des catastrophes financières éclatent dans tout le casino. Des joueurs s'accusent mutuellement de tricherie, de l'argent disparaît des comptes, des machines tombent en panne sans raison, et des disputes se répandent sans cause apparente. Au milieu du chaos avance une femme blonde et calme. Ryuga reconnaît immédiatement Irene Holtan, la plus jeune fille du puissant groupe financier Holtan. Dans la chronologie précédente, les propriétaires de reliques de rang divin recevaient des titres tels que roi du destin, roi de la conquête et roi de la prospérité. Irene, elle, était devenue la femme redoutée par d'innombrables organisations sous le nom de reine de la banqueroute. Le simple fait de rester à proximité d'elle pouvait faire perdre leurs biens aux gens et les rendre malades, tandis que des entreprises entières pouvaient s'effondrer. Conscient du danger, Ryuga ordonne immédiatement au groupe de Kurea de prendre les bagages et de courir aussi vite que possible. Malheureusement, Irene l'a déjà remarqué. Elle l'interpelle et s'approche rapidement, laissant Ryuga se demander si ses finances survivront à cette rencontre. Irene arrête Ryuga et s'excuse de s'être approché avec tant d'excitation. Elle confirme qu'il est bien la personne ayant remporté jackpot après jackpot et lui demande avec insistance de lui révéler son secret. Ryuga nie immédiatement savoir quoi que ce soit, mais Irene continue d'attendre une réponse. Kurea et les 2 autres s'agacent qu'une belle femme lui tienne la main pendant qu'il continue de se montrer distant. Cependant, dès qu'il s'éloigne, tous 3 subissent séparément des vagues de malchance et s'effondrent au sol. Irene ne peut que s'incliner et s'excuser. Elle n'attaque personne délibérément, les catastrophes apparaissent simplement autour d'elle sans prévenir. Une fois les 2 seuls, Irene avoue qu'elle est essentiellement une incarnation vivante de la malchance. Quiconque reste près d'elle finit par subir un malheur. C'est pourquoi elle souhaite améliorer sa chance et devenir un jour quelqu'un capable d'apporter le bonheur aux autres. Cette confession est totalement différente de la froide et terrifiante reine de la banqueroute dont Ryuga se souvient. Irene lui propose de payer n'importe quel prix s'il peut l'aider. À cet instant, le système signale que la résistance de Ryuga s'est activée automatiquement contre la relique qui la suit, réduisant sa puissance de moitié. C'est la capacité qu'il a acquise en endurant l'énergie démoniaque de Muramasa. Ryuga avait d'abord l'intention de rester le plus loin possible d'Irene. Cependant, en réalisant que sa résistance peut se renforcer au contact de la relique, ses calculs changent immédiatement. Rester près d'elle l'aidera à s'adapter à une autre relique dangereuse tout en causant de la malchance à ses rivaux au sein de l'enchère. Ryuga accepte de l'aider, tout en précisant qu'il a encore une affaire importante à régler. Il invite ensuite personnellement Irene à entrer avec lui dans la salle des enchères Midas. La 74e enchère secrète de Midas débute officiellement, mais près des 2/3 des invités sont contraints de quitter la salle pour faire face à des catastrophes soudaines. L'un reçoit la nouvelle d'un tremblement de terre, un autre apprend qu'un incendie s'est déclaré, tandis que des entreprises et des biens personnels s'effondrent les uns après les autres, comme si la malchance parcourait les rangées en vérifiant les noms sur une liste. Même une usine appartenant à l'entreprise d'Ugawara en République de Pinto prend feu. Son groupe refuse pourtant de partir, preuve qu'Ugawara vise quelque chose de plus précieux que les dégâts survenant à l'extérieur, et qu'il restera jusqu'à ce que cet objet apparaisse. Irene s'enthousiasme pour une bouteille de vin impérial russe vieille de 100 ans, tandis que Ryuga se concentre uniquement sur les objets qui doivent apparaître dans la seconde moitié de l'enchère. En observant sa fascination sincère pour de simples antiquités, il comprend qu'Irene ne connaît presque rien aux reliques. Une relique porteuse de malchance a probablement dû s'attacher à elle sans son consentement, détruisant continuellement sa vie jusqu'à ce qu'elle devienne la reine de la banqueroute. Irene remercie Ryuga de l'avoir écouté, le simple fait d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager les épreuves qu'elle porte depuis si longtemps l'allège et la rend plus heureuse. Au moment où Irene sourit, une fenêtre du système avertit que l'aura de la relique augmente considérablement en réponse aux émotions de sa propriétaire. Une malchance sévère se répand sur une vaste zone, mettant en danger les reliques portées par tous ceux qui se trouvent à proximité, y compris l'équipement de Ryuga, qui commence à réagir violemment. Il comprend enfin que le pouvoir d'Irene grandit à mesure qu'elle devient plus heureuse. Sa gentillesse est sincère, mais cela ne fait que rendre plus difficile à maîtriser le désastre qui l'entoure. Irene demande anxieusement si ses émotions causent encore des ennuis. Alors que la culpabilité fait baisser son moral, le système signale immédiatement que la puissance destructrice de la relique est revenue à son niveau initial. Ryuga comprend maintenant la règle qui régit cet effet. Plutôt que de simplement le subir, il commence à l'utiliser délibérément. Lorsqu'Irene se déprime en croyant qu'elle n'apporte que du malheur, Ryuga l'assure qu'elle est parfaitement capable de rendre les gens heureux, elle n'a qu'à suivre ses instructions, et tout se résoudra. Irene retrouve aussitôt le sourire, ce qui fait remonter l'aura de malchance. Les invités restants perdent progressivement leur sang-froid, ils deviennent obsédés par les objets de l'enchère,
enchérissent sans retenue, ou subissent des catastrophes soudaines les forçant à partir. Les rangées déjà clairsemées se vident encore davantage. Ryuga réalise qu'Irene peut éliminer la plupart de ses concurrents, mais Ugawara continue de rester assis calmement. Un de ses assistants estime que la dominance du président est suffisamment élevée pour résister aux effets de la reine de la banqueroute. Chaque fois que la faction d'Ugawara manifeste de l'intérêt pour un objet, Ryuga lève immédiatement la main pour enchérir, forçant son ennemi à dépenser davantage tout en lui permettant d'étudier quel objet il convoite réellement. Le code d'Hammurabi, la plume de Shakespeare et le collier de Marie-Antoinette se succèdent, mais aucun ne possède l'aura de rang divin mentionné dans la prophétie. Le catalogue est presque épuisé, mais l'objet dont Ryuga a besoin n'est toujours pas apparu. Il se souvient d'un objet autrefois mentionné dans les actualités mais jamais inclus dans la liste publique de Midas. À cet instant, le commissaire-priseur annonce un tout dernier produit spécial. Le rideau s'ouvre pour révéler un petit plan avec seulement quelques feuilles vertes. La maison d'enchères le décrit comme un mystérieux amandier, et il ressemble à une plante ordinaire que l'on pourrait oublier près d'une fenêtre. Pourtant, Ryuga comme la faction d'Ugawara change immédiatement d'expression. L'objet devant eux est l'herbe de l'immortalité, le trésor secret qui a attiré tout le monde dans le jardin des désirs. Le véritable affrontement entre Ryuga et l'homme qu'il a autrefois trahi est enfin sur le point de commencer. Les pires souvenirs de la timeline précédente lui reviennent immédiatement. À cette époque, le corps de Ryuga était sévèrement consumé par les reliques, et sa vie s'affaiblissait un peu plus chaque jour. La seule chose qui le maintenait en vie était le fruit de l'herbe d'immortalité, mais ce médicament appartenait à Ugawara. Pour en recevoir ne serait-ce que quelques morceaux, Ryuga devait accomplir toutes les missions sordides qu'on lui confiait, qu'il s'agisse d'infiltrer des tombeaux et de voler des reliques, ou de missions qui auraient facilement pu le tuer. En contrôlant le médicament, Ugawara avait fait de lui un chien enchaîné par sa propre survie. Dans le présent, l'herbe d'immortalité représente les années durant lesquelles Ryuga n'avait aucun contrôle sur sa vie. Permettre à Ugawara de l'obtenir pourrait provoquer la répétition du même avenir, et Ryuga n'est pas retourné 15 ans dans le passé simplement pour courber à nouveau la tête. Le commissaire-priseur n'a aucune idée de ce qu'est réellement la plante, et la présente comme une rare variété d'amande supposée améliorer la vitalité. La mise à prix de 200 000 $ monte rapidement pour atteindre plusieurs millions. Ryuga enchérit, la faction d'Ugawara surenchérit, et le prix passe de 10 millions à 40 millions, puis à 100 millions. Ryuga sait que sa fortune personnelle ne peut pas rivaliser indéfiniment face à une immense corporation, aussi, lorsque les enchères atteignent 100 millions, il demande à Irene de prendre le relais. L'héritière blonde remonte calmement l'offre à 150 millions, Ugawara contre-enchérit à 160 millions, et Irene lève simplement deux doigts pour miser 200 millions. Edo Takuya la reconnaît comme la plus jeune fille de la famille Holton. Ugawara souhaite encore faire monter le prix à 300 millions, mais ses subordonnés le retiennent. Poursuivre la confrontation pourrait transformer un différend portant sur un seul objet en conflit avec tout un empire financier. Le marteau tombe à 200 millions, attribuant l'herbe d'immortalité à Irene. Ryuga regarde Ugawara se débattre contre ses propres hommes, et lui conseille nonchalamment de rester calme. D'autres personnes remportent des enchères avec leur propre argent. Ryuga, lui, gagne en empruntant la fortune d'une héritière milliardaire. Leur premier affrontement direct se termine par une défaite sans équivoque pour Ugawara. Après avoir quitté la salle, Ryuga admet que son plan aurait été extrêmement difficile sans l'aide d'Irene. En échange, il lui promet de résoudre la série de malheurs qui l'entourent. Irene croit toujours qu'elle manque simplement de chance, et lui demande s'il peut lui en partager un peu. Ryuga lui explique qu'une relique attachée à son corps libère continuellement des catastrophes. S'il parvient à retirer la relique de faillite, le malheur devrait cesser. Il calcule en son fort intérieur que la séparer d'Irene lui permettrait de la sauver tout en acquérant un pouvoir incroyablement dangereux. Ce plan s'effondre au moment où Irene lui montre les marques noires sur son corps. Ryuga soupçonne d'abord une relique de type lien, semblable à la marque que portait Sasaki Yuka après avoir obtenu le livre des prophéties. La marque d'Irene, cependant, se compose de lignes noires ramifiées ressemblant à des racines d'arbres. Elles s'étendent sur sa taille et son dos, et semblent profondément ancrées dans son corps. Un seul coup d'œil suffit à Ryuga pour l'identifier comme une relique parasite extrêmement rare. Elle n'a pas simplement conclu un contrat avec Irene, mais a fusionné directement avec son hôte. Leur connexion est trop profonde pour que Ryuga puisse s'en emparer par la seule domination. Contraint d'abandonner l'idée de lui voler immédiatement son pouvoir, il admet qu'il lui faut plus de temps pour trouver une solution. Il assure à Irene qu'il ne disparaîtra pas après avoir accepté son aide. Soulagée, elle le remercie, tandis que Ryuga décide de la garder près de lui afin de continuer à observer la relique et de se servir de son champ de malheur chaque fois que nécessaire. Au comptoir de retrait, les employés apportent l'herbe d'immortalité ainsi que tous les autres objets achetés par les deux protagonistes. La quantité est si importante que Midas propose son aide pour le transport, mais Ryuga refuse et appelle le groupe de Kureha à la place. Le téléphone continue de sonner sans réponse, et son expression change immédiatement, car ces hommes transportent son argent et ses biens. Dans une ruelle voisine,
Kureha et ses deux compagnons serrent plusieurs sacs remplis d'argent liquide et célèbrent ce qu'ils croient être une évasion réussie. Ryuga apparaît soudainement derrière eux et demande qui leur a donné la permission de fuir avec ses affaires. Kureha ne comprend pas comment il les a retrouvés aussi rapidement. Ryuga sort calmement la hache d'argent. La relique peut détecter les personnes et les dangers qui ciblent les biens de son propriétaire. Tenter de fuir en emportant son argent revenait effectivement à s'enfuir avec un dispositif de localisation toujours actif. Ryuga sort ensuite une tablette de pierre sombre. Kureha la prend d'abord pour une sorte de pierre à poncer les pieds, jusqu'à ce qu'une énergie bleue jaillisse et qu'un énorme monument apparaisse derrière eux. Il s'agit du code de Hammurabi, une relique liée à l'ancien roi de Babylone et au célèbre principe de l'œil pour œil et de la dent pour dent. Le pouvoir d'Hammurabi ne se limite pas à retourner tout tort causé à son propriétaire. Parce qu'il représente un code juridique, il peut aussi établir des règles permettant de surveiller les comportements futurs. Ryuga active la relique sur les trois hommes. Des anneaux de lumière bleue s'enroulent autour de leur corps, et le système confirme que les cibles sont désormais placées sous surveillance. Ryuga explique que rien ne leur arrivera tant qu'ils restent loyaux. Mais s'ils trahissent leur nouveau maître, le code les punira. Les trois hommes jurent immédiatement obéissance, maintenant que leur contrat d'emploi a été gravé directement dans leur corps. De retour dans leur logement, Ryuga confie aux trois hommes le soin de l'herbe d'immortalité. La plante gît déracinée sur un grand drap et continue de se plaindre, mais elle se calme rapidement lorsqu'il touche son tronc, ses branches et ses racines. Ryuga avait précédemment tenté de la forcer à conclure un contrat par la domination, mais la relique avait violemment résisté. Le groupe de Kureha est accepté après seulement quelques touches légères. Ryuga réalise que tous trois possèdent une harmonie inhabituellement élevée. Sa propre voix repose sur la soumission forcée des reliques, tandis que l'herbe d'immortalité préfère les personnes capables de construire des relations amicales avec elle. Les trois hommes qui ont récemment tenté de lui voler son argent sont donc réaffectés en tant que gardiens d'une plante divine. À ce moment, un numéro inconnu l'appelle. L'homme à l'autre bout du fil se présente comme Ugawara TC de TKBM et demande immédiatement des renseignements sur la plante qu'Iren a remportée aux enchères. Ugawara connaît déjà l'identité de Gariki Ryuga, et sait que l'herbe d'immortalité est actuellement sous son contrôle, prouvant que TKBM a commencé à l'enquêter. Ryuga déclare froidement qu'ils n'ont rien à se dire. Son attitude exaspère Ugawara. Ito, qui se trouve à proximité, se porte immédiatement volontaire pour récupérer personnellement l'herbe d'immortalité. Il est convaincu que Ryuga n'est qu'un civil ordinaire, et qu'une seule relique d'entreprise suffira à le neutraliser discrètement tout en lui valant la reconnaissance du président. Ugawara approuve la demande, ignorant que le subordonné qu'il vient d'envoyer est sur le point de livrer une nouvelle relique directement entre les mains de son ennemi. Quelques jours plus tard, Ryuga attend dans un bar la menace détectée par la hache d'argent. Ito arrive et exige la restitution de l'herbe d'immortalité. Ryuga continue de boire tranquillement. Ce n'est que lorsqu'Ito commence à crier qu'il le renverse et s'excuse, prétextant que le bruit soudain l'a fait sursauter. Ito lui rappelle qu'ils se sont rencontrés chez Midas. Ryuga fait semblant de se souvenir et l'identifie comme l'homme qui suit constamment le président partout. La remarque touche directement l'insécurité la plus profonde d'Ito. Il est obsédé par la volonté d'obtenir la reconnaissance d'Ugawara, et le simple fait de l'évoquer suffit à lui faire perdre son sang-froid. Une fenêtre de statut signale immédiatement que la domination d'Ito s'affaiblit. La domination ne dépend pas uniquement de l'énergie magique. Elle est également directement influencée par l'état mental de l'utilisateur. Quelqu'un incapable de contrôler ses propres émotions ne peut pas forcer une relique de haut rang à obéir. Ryuga continue en se vantant qu'Ugawara l'a appelé personnellement, puis demande à quel point Ito a désespérément besoin de l'approbation du président. Ito perd complètement le contrôle et sort un récipient sphérique rempli de poudre. Il tente de l'activer, mais la relique refuse de répondre, car sa domination est trop basse. Même l'arme de l'entreprise l'a rejetée. Ryuga se rapproche, renverse Ito, et s'empare du récipient. Ce n'est qu'à ce moment qu'Ito comprend que son adversaire en sait bien plus sur les reliques que prévu, et qu'il l'a délibérément provoqué depuis le début. Ryuga utilise la domination pour forcer l'objet à accepter un nouveau propriétaire, puis verse la poudre dorée directement sur l'homme qui la lui a apportée. La substance est la poudre de zombie du prêtre vaudou, une relique de rang à qui détruit temporairement la raison de quiconque la touche ou l'inhale, le faisant se comporter comme un mort-vivant. Ito commence à convulser, ses yeux deviennent rouges, et son esprit sombre dans le chaos. L'homme venu voler une plante divine finit par expérimenter sa propre arme en premier. Ryuga ne le tue pas. Il laisse l'effet temporaire se poursuivre et s'en va, sachant qu'un assistant courant dans les rues dans un état incontrôlable occupera Ugawara pendant que son groupe transporte le butin hors de Las Vegas. Au siège de TKBM, Ito est confiné dans une pièce privée. Son corps est couvert de blessures, et il crie qu'il voit des fantômes. Ugawara ne s'intéresse qu'aux reliques qu'Ito portait. Quand un subordonné rapporte qu'il n'en possède plus aucune, Ugawara ordonne immédiatement d'abandonner l'homme inutile et convoque l'avocate de l'entreprise, Nogami Masako. La tentative de s'emparer de la plante par la force ayant échoué, TKBM change de stratégie. À l'aéroport, Kureha et ses deux compagnons peinent sous le poids de nombreuses valises pendant que Ryuga leur ordonne de ne rien laisser derrière. Les bagages contiennent les fondations de son organisation naissante. La hache d'or, la hache d'argent, la corde de sauvetage, Muramasa, le code de Hammurabi, la plume de Shakespeare, le collier de Marie-Antoinette,
l'herbe d'immortalité, la poudre de zombie, le couteau de momification, le pot au trésor et le miroir d'Homère. Pour Ryuga, ces reliques ne sont pas de simples trophées. Ce sont des capitaux, des armes, et le fondement du pouvoir dont il aura besoin pour affronter TKBM. Dès que l'inventaire est terminé, une femme aux cheveux noirs s'approche et se présente comme Nogami Masako, l'avocate de TKBM. Elle explique qu'Ugawara apprécie hautement les capacités de Ryuga et souhaite qu'il rejoigne l'équipe de fouille de l'entreprise. L'offre semble d'abord extraordinaire, 100 millions de dollars à la signature, un salaire mensuel, et la permission de continuer à opérer son équipe privée sans interférence. La condition essentielle, cependant, est que Ryuga doit devenir le subordonné de TKBM. Il lui demande directement si elle lui propose un contrat d'esclave. Nogami abandonne immédiatement la négociation et commence à le menacer. Elle avertit qu'Ugawara pourrait se venger de la perte des reliques d'Ito. Les subordonnés de Ryuga pourraient subitement mourir de maladies mystérieuses, et lui-même ne serait pas épargné. Le message est clair. Accepter l'argent et se soumettre, ou tout son groupe disparaîtra sans laisser de traces. Malheureusement, Nogami a choisi la mauvaise personne à intimider. Ryuga pose la poudre de zombie sur la table et annonce que la personne sur le point de disparaître sans laisser de traces sera elle. Nogami suppose qu'il n'oserait jamais activer une relique dans un café d'aéroport bondé. Ryuga ouvre le récipient. Placé dans une position défavorable, Nogami attaque en premier et lui tire un canon à eau directement dessus. Ryuga active immédiatement le code de Hammurabi. Le principe de l'œil pour œil et de la dent pour dent est appliqué. Parce que Nogami utilise un canon à eau, le code lui retourne un canon à eau identique. Les deux jets se heurtent violemment avant que Ryuga ne force toute l'attaque vers son lanceur. Nogami est projeté à travers le café, complètement trempé, et s'effondre sur le sol. Les voyageurs se rassemblent immédiatement et commencent à filmer l'incident avec leur téléphone. L'élimination silencieuse que voulait TKBM est devenue une confrontation publique dont des dizaines de personnes ont été témoins. Nogami survit, mais elle a perdu le contrôle de la situation et ne peut pas continuer comme si rien ne s'était passé. Les agents de sécurité de l'aéroport se précipitent vers l'explosion. Profitant de la confusion, Ryuga rejoint le groupe de Kureha avec une autre relique volée, l'encre du peintre de la colline de Momotra, un objet consommable de Rambé avec 50 utilisations restantes. Avant que Ryuga puisse profiter de sa dernière acquisition, une voix mystérieuse prend soudainement la parole dans son esprit et lui ordonne de suivre ses indications car un danger approche. Il reconnaît immédiatement la voix de la relique Corbeau, l'objet qu'il a renvoyé dans le passé sans jamais lui avoir expliqué son véritable but. Ryuga demande si Kureha peut entendre un corbeau parler, mais tout le groupe le regarde comme s'il se disputait avec du vide. Il se met en colère, se plaignant que le corbeau l'a renvoyé 15 ans en arrière et n'apparaît que pour donner des ordres sans la moindre explication. Pendant qu'il crie encore après lui, un homme d'âge mûr en costume entre dans le café avec l'expression calme de quelqu'un que tous les échecs précédents n'ont pas du tout affecté. Il regarde Ryuga et remarque que le jeune homme semble profiter de son voyage. Au moment où Ryuga se retourne, son expression se fige. L'homme qui se tient devant lui est Ugawara TC, celui qui contrôlait autrefois le médicament qui le maintenait en vie, le forçait à accomplir des besognes sales, et a finalement envoyé toute son équipe dans un tombeau mortel avant de les abandonner. Pour l'Ugawara du présent, Guriki Ryuga n'est qu'un inconnu qu'il a récemment rencontré. Il se présente calmement comme le président de TKBM. Pour Ryuga, cependant, cette rencontre se prépare depuis 15 ans. Chaque souvenir de trahison, d'humiliation et de mort revient d'un coup. La différence, c'est que cette fois, il n'est plus un chien enchaîné par l'herbe d'immortalité. La cible de sa vengeance, qui n'existait jusqu'alors que dans ses souvenirs, est enfin devenu un homme se tenant directement devant lui. Ryuga ne dégaine pas immédiatement une arme. Il comprend qu'Ugawara est bien plus dangereux que tous les subordonnés qu'il a vaincus. Un seul faux pas pourrait faire perdre à son groupe tous les avantages qu'il a acquis. Kureha ne sait rien de la haine entre les deux hommes et se hâte de saluer Ugawara en s'inclinant. Avant qu'il puisse terminer de parler, le président lui ordonne froidement de se taire. Les yeux d'Ugawara deviennent immédiatement rouges, et une aura violette enveloppe le corps de Kureha. Il attrape sa tête et s'effondre en agonie. Ses deux compagnons se précipitent en panique mais ne comprennent pas ce qui s'est passé. Une seule courte commande a suffi à supprimer la capacité de résistance de Kureha. Le pouvoir ressemble à de la domination, bien que son véritable mécanisme reste inconnu. Ryuga reste immobile et observe, reconnaissant enfin la vaste différence entre Ugawara et les subordonnés qu'il a récemment vaincus. Ito ne possédait qu'une seule relique de rang à Nogami s'est reposée sur des menaces et un canon à eau. Ugawara vient à peine d'entrer dans la pièce, et pourtant sa seule présence suffit déjà à étouffer tout le monde à l'intérieur. L'avertissement du corbeau était clairement justifié. L'affrontement que Ryuga attendait depuis 15 ans a finalement commencé, mais dès ses premiers instants, c'est Ugawara qui détient l'avantage. Au moment où Ugawara utilise son pouvoir pour forcer Kureha à s'agenouiller, Ryuga se glisse derrière lui et presse Muramasa contre sa gorge. Il lui demande calmement si utiliser la domination sur un autre humain n'est pas légèrement excessif. Ugawara ne panique pas. Il félicite au contraire Ryuga d'être plus capable que prévu. Mais alors qu'il continue d'afficher son assurance, le pouvoir qu'il utilisait disparaît soudainement. Ce n'est qu'alors que Ryuga brandit plusieurs tickets noirs qu'il vient de voler directement à Ugawara. Ce sont les invitations du dieu solitaire,
une relique de rang dieu consommable. Ugawara réalise seulement maintenant que Ryuga a réussi à lui dérober une relique sous son nez. Perdre un objet ne laisse cependant pas Ugawara sans défense pour autant. Ryuga se rend compte qu'il active une relique de conquête capable de manipuler l'esprit et de forcer les autres à obéir. Pire encore, il s'agit d'une relique de type parasite, tout comme celle attachée à Irine, ce qui signifie qu'elle a fusionné profondément avec le corps d'Ugawara et qu'elle est presque impossible à localiser et à voler. En plus de cela, il possède une relique d'armure qui protège l'intégralité de son corps, faisant pratiquement de lui une forteresse ambulante. Ryuga demande si Ugawara a vraiment l'intention d'utiliser des reliques ouvertement au milieu d'un aéroport. Ugawara répond que nettoyer les traces ensuite pourrait être gênant, mais que laisser le groupe de Ryuga en vie serait encore plus gênant. Il décide donc d'éliminer tout le monde sur le champ. Au moment où il ordonne leur soumission, une pression violette s'abat sur Kureha et ses deux compagnons, les forçant à s'écrouler au sol. Même Ryuga plie sous la force. À cet instant précis, la relique du corbeau prend la parole et ordonne à Ugawara de retirer immédiatement son pouvoir. Cet endroit est le lieu de repos du chien et du chacal. S'il continue à utiliser sa relique, ce qui dort ici va se réveiller. Ugawara refuse non seulement d'arrêter, mais se montre intéressé lorsque le corbeau se révèle. Il déclare qu'après s'être occupé du groupe de Ryuga, il s'occupera aussi du corbeau. Ce dernier ne peut que le traiter de parfait idiot. Immédiatement après, l'aéroport tout entier se met à trembler violemment. Des fissures déchirent le sol tandis qu'une barrière rouge recouvre l'espace environnant. Au-delà des fenêtres, la ville et le ciel se transforment en un paysage apocalyptique. Des statues de pierre, des pyramides et des structures antiques commencent à apparaître au beau milieu du monde moderne, tandis que le système avertit qu'un agent pathogène égyptien tente d'envahir leur corps. Ryuga se souvient immédiatement de la prophétie que Sasaki avait un jour consignée. En janvier, une opportunité apparaîtrait dans le jardin du désir souterrain, et à partir de là débuterait un désastre massif capable de plonger le monde entier dans le chaos. Ce à quoi il assiste maintenant, c'est la grande tombification. Kureha comprend à peine ce qui se passe avant que Ryuga ne confirme que tout leur groupe est désormais piégé à l'intérieur d'un espace nouvellement formé. L'élément déclencheur immédiat a été le fait qu'Ugawara ignore l'avertissement du corbeau et réveille quelque chose qui n'aurait jamais dû être dérangé. Même Ugawara admet n'avoir jamais rencontré de phénomène semblable auparavant. En regardant à l'extérieur, Ryuga réalise que l'aéroport est loin d'être le seul endroit touché. D'innombrables tombes apparaissent simultanément à travers le monde entier. D'énormes structures antiques s'élèvent entre les bâtiments modernes, le ciel devient rouge, et des barrières engloutissent des régions entières. Avant que quiconque puisse chercher une issue, un son perçant les force à se couvrir les oreilles. Une bête blanche massive émerge des ténèbres, dégageant une pression écrasante. Ryuga la reconnaît comme une relique du dieu Seth, l'une des principales divinités égyptiennes associées au désert, aux ténèbres, à la destruction et au chaos. Et apparemment, les reliques de rang dieu ont décidé de ne pas se réveiller une par une. Une bête noire ressemblant à un Doberman émerge immédiatement après. C'est Anubi, le dieu qui gouverne les morts et leurs âmes. Plus absurde encore, le collier parlant autour de son cou n'est autre qu'Osiri lui-même, le dieu associé à la fertilité et souverain des enfers. 3 reliques de rang dieu se sont réveillées dans la même zone. Avec un tel plateau, il devient soudain beaucoup plus facile de comprendre comment la grande tombification peut se propager aussi rapidement à travers le monde. Après avoir capté l'odeur des humains, l'entité blanche s'irrite immédiatement. Être forcé de partager le même espace qu'eux est apparemment suffisamment offensant pour que cette veuille effacer tout le monde sur place. Ryuga ne recule pas. Il invoque au contraire le code d'Hammurabi, dressant un immense monument de pierre directement devant le dieu et le provoquant ouvertement. Seth considère déjà la relique devant lui bien en dessous de son propre rang, ce qui rend l'insulte d'un simple humain osant défier un dieu encore plus exaspérante. Seth rassemble une énergie dorée et tire directement sur Ryuga. Le code d'Hammurabi applique aussitôt son principe. Tout mal infligé doit être rendu à égale mesure. Œil pour œil, dent pour dent. L'explosion dorée se précipitant vers Ryuga se voit immédiatement répondue par une contre-attaque équivalente jaillissant directement de sa source. L'attaque réfléchie frappe Seth avec assez de force pour presque réduire l'imposante bête divine à quelque chose de bien moins digne. L'une des reliques égyptiennes remarque soudain que Ryuga porte l'odeur du corbeau noir et affirme que cette trace est devenue particulièrement évidente pendant l'attaque. Anubi est immédiatement choqué. Le corbeau noir est le traître qui a jadis pris le parti de l'humanité et qui aurait dû être scellé depuis longtemps. Avant même que les reliques égyptiennes ne puissent s'accorder sur qui a le nez qui se trompe, elles commencent à se disputer entre elles. Anubi finit par perdre patience et décide de punir Ryuga par son propre procès. Ryuga est brusquement projeté dans un autre espace. Devant lui apparaît une gigantesque salle de jugement contenant une balance dorée, avec une plume reposant d'un côté tandis que Ryuga lui-même occupe l'autre. Le juge président le procès n'est autre qu'Anubi. Ryuga se souvient avoir entendu parler de ce mécanisme par quelqu'un qui possédait autrefois la relique d'Anubi. L'accusé doit répondre à 42 questions devant les juges. Répondre correctement à chaque question permet de réussir l'épreuve. Il n'existe qu'une seule condition dangereuse, mentir entraîne une pénalité extrêmement sévère. La toute première question est de savoir si Ryuga n'a jamais rien volé de sa vie. Son sourire se fige immédiatement. Piller des tombes et voler des reliques était autrefois son métier. Voyant son silence, Anubi passe à la question suivante. Il n'a jamais menti auparavant,
n'est-ce pas? Puis vient une autre question, il n'a jamais frappé quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Aucune des questions n'est compliquée. Elle se trouve simplement conçue presque parfaitement pour détruire Ryuga. Plus il entend de questions, plus Ryuga commence à transpirer. Il comprend enfin pourquoi la personne qui lui avait autrefois parlé de ce procès l'avait réussi si facilement étant enfant. Elle n'avait tout simplement pas vécu assez longtemps pour accumuler de nombreuses fautes graves. Ryuga, lui, s'est en quelque sorte retrouvé directement face au pire questionnaire possible pour son mode de vie. Anubi n'a même pas besoin des 42 questions. Après seulement quelques tours, il conclut que l'humain devant lui est profondément pécheur. Avant que Ryuga ne puisse protester, il est saisi et projeté à travers une porte sombre. Anubi l'invite joyeusement à profiter d'une visite guidée de l'enfer, bien que ses vacances particulières ne semblent pas inclure de billets retour. Ryuga atterrit dans une caverne brûlante remplie de lave en fusion et d'ossements éparpillés. Des créatures humanoïdes noires aux yeux rouges luisants rampent rapidement hors des ténèbres. Il attrape un os au hasard et l'utilise comme arme, mais chaque ennemi vaincu est immédiatement remplacé par un autre. Ryuga est repoussé encore et encore. Une créature mord même directement dans l'os juste devant son visage, mais il continue de résister, refusant catégoriquement de devenir le dîner des enfers. Alors que l'encerclement est sur le point de se refermer complètement, une lumière dorée se déverse soudainement. Le corbeau noir réapparaît au sein de cette clarté et se moque immédiatement de Ryuga pour son air si pitoyable. Il dit que cela fait très longtemps qu'il n'a pas personnellement prêté sa puissance à quelqu'un d'autre, alors Ryuga ferait mieux d'être reconnaissant. L'énergie inonde la caverne, balayant les créatures qui l'entourent. À l'extérieur, le groupe de Kureha et Ugawara observe toujours la sphère spatiale suspendue dans la pièce. Seth commence à perdre patience car le jugement prend un temps inhabituellement long. Puis il remarque une fissure se former sur la surface de la sphère, quelque chose que même la relique de Randieu n'a apparemment jamais observé auparavant. Des lignes de lumière violette se répandent rapidement sur toute la structure avant qu'elle ne vole en éclats. Ryuga en sort presque totalement indemne, son corps toujours enveloppé d'énergie violette. Seth ne comprend pas comment un humain a pu s'échapper de l'espace de jugement d'Anubi. La réponse apparaît directement derrière lui, le corbeau noir vole aux côtés de Ryuga. Seth réalise immédiatement que le prétendu traître est réellement intervenu, tandis qu'Anubi revient complètement épuisé, ayant visiblement subi une défaite douloureuse aux mains du corbeau. Les reliques égyptiennes deviennent encore plus furieuses en se rappelant que le corbeau noir aurait dû être scellé. Seth souligne également que le corbeau a volontairement choisi le camp de l'humanité. Leur colère se tourne donc directement vers Ryuga et tous ceux qui l'entourent. Seth déclare qu'il les enterrera tous vivants. D'énormes momies aux yeux rouges luisants commencent à s'élever du sol et à encercler Ryuga. Pourtant, il reste parfaitement calme, au point que même le corbeau noir se tourne vers lui et lui demande pourquoi cet humain n'est pas effrayé. Debout au cœur même du territoire contrôlé par les reliques égyptiennes, Ryuga dégaine son épée et affirme que c'est en réalité parfait. Ici, il peut enfin utiliser autant de puissance qu'il le souhaite. Les momies aux yeux rouges chargent. Ryuga les abat les unes après les autres, esquivant leurs attaques et contre-attaquant aussitôt, mais leur nombre ne diminue jamais. Chaque momie qui tombe est remplacée par plusieurs autres se précipitant derrière elle. Les entités égyptiennes prennent elles-mêmes des formes de momies et se moquent de lui, expliquant que l'armée des morts vivants est sans fin. À ce rythme, brandir son épée jusqu'à ce que ses bras lâches ne fera de lui qu'un employé non payé du cimetière. Ryuga comprend rapidement que détruire ces corps sans fin est inutile. Il doit localiser la véritable relique. Il range Muramasa et dégaine à la place le couteau de momification égyptien. Dès que la relique apparaît, elle s'enthousiasme comme si elle rentrait enfin chez elle. Ryuga lui demande si, en tant qu'autre relique de type égyptien, elle peut détecter quelque chose d'inhabituel. Le couteau rapporte avec enthousiasme que sa puissance augmente et qu'Anubi est extrêmement proche. Ryuga lui demande immédiatement d'identifier l'emplacement. Sur ce, un homme et un couteau chargent directement dans la mer de momies. Les autres pilleurs de tombes ont besoin de cartes. Ryuga, lui, a apparemment décidé d'utiliser un GPS ancestral. Partout où passe la lame dorée, la formation de morts-vivants est déchirée. Les reliques égyptiennes commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Elles mentionnent la capacité du corbeau noir à dévorer d'autres reliques et soupçonnent que la créature soi-disant scellée soit véritablement revenue. Avant qu'elle ne puisse en discuter davantage, Ryuga atteint l'emplacement indiqué par le couteau de momification. La relique cachée panique, incapable de comprendre comment elle a été découverte. Ryuga ne prend pas la peine d'expliquer et tranche directement à l'endroit indiqué par son couteau, plongeant toute l'armée de momies dans le chaos. L'une des entités crie le nom d'Osiri, alarmé. Ryuga garde le couteau de momification pointé vers elle et exige que le jugement précédent soit annulé. Il veut un procès complet et nouveau. Anubi prévient que même si Ryuga obtient une nouvelle chance, il n'a toujours aucune possibilité de réussir l'épreuve. Ryuga se contente de sourire et déclare que cette fois, il est absolument certain de réussir. L'espace environnant se transforme à nouveau en la salle de jugement dorée. Anubi et la balance apparaissent devant lui, et le rituel exige à nouveau qu'il réponde à 42 questions. À ce stade, cela commence à ressembler moins à un jugement divin qu'à l'examen de moralité le plus hostile du monde. Anubi a à peine le temps de commencer à jouer son rôle de juge en règle que Ryuga l'attrape par le cou. Il déclare qu'à partir de maintenant, chaque question sera formulée selon ses propres instructions. Une seule erreur, et Anubi finira directement dans la marmite. Naturellement,
Le premier sujet est le vol, un thème quelque peu sensible pour un pilleur de tombes professionnel. Anubi tente de poser la question selon les règles originales, alors Ryuga fait simplement semblant de ne pas bien entendre. Lorsque le juge, frustré, lui demande sans détour s'il a déjà volé quoi que ce soit, Ryuga le renverse d'un coup de pied et exige un langage plus respectueux. Le dieu du jugement a malheureusement rencontré un homme dont la propension à créer des ennuis dépasse largement son respect pour la procédure divine. Suant sous la pression, Anubi finit par reformuler « Tu as déjà commis des actes de vol auparavant, n'est-ce pas ?» Ryuga répond calmement oui. La déclaration est parfaitement véridique. Seules les règles de l'examen ont désormais été tordues presque au-delà de toute reconnaissance. Anubi s'apprête à passer à la deuxième question lorsqu'il craque finalement et demande si Ryuga a réellement l'intention de continuer ainsi pour les 41 questions restantes. Ryuga répond avec le sourire confiant d'un professionnel qui a déjà trouvé la faille. Anubi comprend immédiatement que ce service va être très long. Puis l'espace de jugement commence à s'effondrer. La sphère d'énergie entourant Ryuga disparaît. Même Ugawara, qui observait de l'extérieur, ne peut cacher son choc. Le système confirme que Ryuga a réussi à soumettre une relique égyptienne de rang-dieu. Sa compétence de résistance passe au rang C grâce à Anubi, et de nombreuses notifications supplémentaires envahissent son champ de vision. Apparemment, toute cette épreuve lui a valu une quantité substantielle de progression. Ryuga fixe le flot de notifications et soupçonne immédiatement que ce satané corbeau se moque délibérément de lui. Certains des titres ressemblent moins à des accomplissements qu'à des certificats professionnels délivrés sur le champ. Après avoir tout observé, Ugawara change d'attitude. Il présente ses excuses pour son manque de respect précédent et admet avoir sérieusement sous-estimé les capacités de Ryuga. Il lui propose ensuite sa coopération. Ugawara affirme que le monde est sur le point de changer complètement, et que quelqu'un avec le talent de Ryuga possède clairement un potentiel extraordinaire. Si Ryuga accepte de travailler pour lui, TKBM lui fournira toutes les ressources et le soutien dont il a besoin. Sur le papier, cela ressemble au recrutement parfait, argent, pouvoir, ressources, et une organisation puissante derrière lui. Le seul détail manquant dans cette proposition est la partie où cette même entreprise traitait autrefois ses employés comme des outils jetables et les envoyait dans des tombes mortelles. Pour Ugawara, il ne s'agit que d'une tentative de recruter un talent exceptionnel. Pour Ryuga, cependant, l'homme qui lui tend la main est la même personne qui a jadis fait de lui un simple outil et envoyé toute son équipe dans une mission dont il n'était jamais censé revenir. Ryuga ne donne donc aucune réponse verbale. Son regard devient froid. Muramasa quitte son fourreau en un mouvement d'une rapidité impossible, et la lame tranche la gorge d'Ugawara avant que quiconque ne puisse réagir. Kureha et les deux autres à ses côtés ne peuvent que fixer la scène en silence, stupéfaits. Ryuga ne dit rien. Il reste simplement là, à regarder l'ennemi qu'il a porté dans sa mémoire pendant 15 ans.